L'histoire que nous allons raconter aujourd'hui se déroule en 2018, aux Pays-Bas. Le 7 avril 2016, Donnie Odegaard, résidente du Minnesota, fut alarmée lorsqu'un policier frappa à sa porte. Un terrible sentiment de déjà-vu la submergea, la ramenant dans un passé douloureux de 3 ans. Elle comprit immédiatement que la visite du policier était liée à sa fille de 21 ans, Sarah. Sarah Papenem naquit le 30 janvier 1997 à Minnesota. Elle était la deuxième fille de Donnie Odegaard et Jerry Papenem. Leur aîné, Josh, et Sarah étaient très proches. Leur lien devint encore plus fort à mesure qu'ils grandissaient. Lorsque Sarah était en deuxième année de primaire, sa famille déménagea de Minneapolis à Redding, en Californie. Sarah réussit brillamment à l'école et obtint son diplôme en 2015. En plus de ses études, elle était membre de la fanfare scolaire et jouait des tambours. La musique, et particulièrement les tambours, était une grande passion pour Sarah. Elle jouait régulièrement lors de sessions de jam à Redding. En tant que femme, elle était l'une des rares tambouristes sur scène. À 18 ans, Sarah retourna dans le Minnesota avec sa mère et son frère, suite au divorce de ses parents. Elle continua à jouer dans diverses salles de concert du Minnesota et, un jour, sa passion pour la musique la mena à rencontrer Bernard Allison, un célèbre guitariste et chanteur de blues. Impressionné par sa performance, il l'invita à se produire avec lui lors de ses concerts. À 19 ans, Sarah était déjà devenue une figure locale très appréciée des amateurs de blues, et son sourire radieux lui valut le surnom de Ronald McDonald. Le divorce de ses parents affecta profondément Josh. Il souffrit de dépression et de problèmes de santé mentale au cours des dernières années. Personne autour de lui n'aurait pu imaginer le dénouement tragique qui s'ensuivit. C'était en février 2016, un jour semblablement inévitable. Donnie entendit un tapotement à sa porte et, en l'ouvrant, elle vit des policiers lui demander des informations sur Josh Papenem. La femme répondit qu'il était son fils, mais les policiers lui annoncèrent la terrible nouvelle qui allait bouleverser sa vie. Josh, âgé de 20 ans, venait de mettre fin à ses jours. Sa mort fut un choc brutal pour sa famille. Comme Donnie se souvint plus tard, elle pleura tant qu'elle en perdit presque la vue. Dans son message d'hommage pour Josh, Donnie écrivit qu'elle aimerait toujours son fils, quoi qu'il en soit. Sarah et Josh étaient très proches, et la perte de son frère dévasta Sarah, qui fut également affectée par le fait que son frère ait choisi de se donner la mort. Cependant, au lieu de se laisser engloutir par la douleur, Sarah décida d'étudier la psychologie pour venir en aide aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Un homme, Nico Karsemage, vivait aux Pays-Bas et soutenait Sarah durant cette période difficile. Sarah décida de se rendre aux Pays-Bas et s'inscrivit à l'université Erasmus de Rotterdam pour y étudier la psychologie. Nico l'aida à traverser la perte de son frère et à s'adapter à sa nouvelle vie aux Pays-Bas. Bien qu'elle se consacrât à ses études et son travail, l'amour de la musique de Sarah ne cessa jamais. Elle écrivit à Bernard Allison, avec qui elle avait joué auparavant, pour lui dire qu'elle avait presque réussi à économiser suffisamment d'argent pour acheter le tambour dont elle avait toujours rêvé. En janvier 2017, Bernard Allison partit en tournée en Europe avec son groupe. Le 30 janvier, jour de son 20e anniversaire, Sarah, accompagnée de Nico, se rendit à l'un de ses concerts en Allemagne. Dès que Bernard la vit, il l'invita immédiatement sur scène pour une performance. Elle rejoignit avec plaisir le groupe, comme par le passé, et enregistra cette performance qui resterait dans les mémoires. En 2018, Sarah vivait toujours à Rotterdam, dans un appartement au 3e étage d'un immeuble près de l'université. Le mois de décembre approchait, et elle envisageait de passer Noël chez elle, aux États-Unis. Son vol était prévu pour une semaine avant Noël. Mais le 12 décembre, tout changea. Donnie Odegaard aperçut un policier à sa porte, comme en 2016, lorsqu'elle avait perdu son fils. Lorsqu'il lui demanda des informations sur sa fille, Donnie sentit immédiatement que la situation était grave, un sentiment qu'elle ne pouvait ignorer. Le policier lui annonça que sa fille avait perdu connaissance. À ce moment-là, Donnie perdit connaissance à son tour. Son fils était mort à 20 ans, et maintenant, elle venait de perdre sa fille, âgée de 21 ans. Sarah habitait toujours dans un appartement au 3e étage, et elle y partageait un logement avec un autre étudiant, Joel Schilling, un musicien talentueux qui jouait de la contrebasse. Sarah et Joel étaient devenus amis grâce à leur passion commune pour la musique. Joel était son seul véritable ami, et même s'il avait ses propres démons, Sarah ne voulait pas le laisser faire face à ses problèmes seul. Elle déménagea dans un autre appartement pour l'aider,
se souvenant de ce qui s'était passé avec son frère. Elle disait à sa mère qu'elle arrivait toujours à calmer Joel lorsqu'il était contrarié. Cependant, au fil du temps, la situation se dégrada. 6 jours avant sa mort, Sarah avait écrit à son ami Adam Prior, du Wisconsin, qu'elle avait peur de son collègue car il lui avait dit qu'il allait physiquement éliminer 3 personnes qu'il n'aimait pas. « Je dois aller à la police », avait-elle écrit. Quelques jours avant sa mort, Sarah avait parlé à sa mère au téléphone et lui avait également mentionné que le comportement de son collègue la dérangeait de plus en plus. Donnie avait conseillé à sa fille de chercher un autre endroit pour vivre immédiatement. En attendant, elle lui avait demandé de rester le plus loin possible de Joel. Le lundi 12 décembre 2018, à 12h20, les voisins de Sarah et de Joel appelèrent la police après avoir entendu des bruits de lutte à l'entrée de l'appartement, suivis de cris de terreur de Sarah. Lorsque la police arriva et entra dans l'appartement, ils trouvèrent Sarah inconsciente sur le sol, avec plusieurs blessures visibles sur son corps. Les tentatives de réanimation échouèrent malheureusement, et elle décéda. Son collègue, Joel, n'était pas là. Apparemment, il s'était échappé, et la police commença ses recherches pour le retrouver. Lors des interviews avec les voisins du même étage, la police apprit que Joel Schilling avait quitté l'appartement précipitamment, emportant une contrebasse avec lui. Cet instrument de grande taille devint un détail particulier de la description donnée par les témoins. Plus de 2 heures après le crime, Joel Schilling, âgé de 23 ans, fut arrêté à la station de train d'Eindhoven, située à environ 60 km de Rotterdam. Ses parents résidaient à Eindhoven, et il était en route pour les visiter. Il appela sa mère pendant le trajet en train et lui avoua qu'il avait tué Sarah. Il fut emprisonné pendant 14 jours. Entre-temps, il fallut déterminer si Schilling souffrait de troubles mentaux. Les experts médico-légaux, après avoir procédé à l'autopsie, comptèrent 27 blessures sur le corps de Sarah, dont plusieurs sur le cou, l'abdomen et le dos. 2 jours après la mort de sa fille, Donnie Odegaard se rendit aux Pays-Bas. Elle devait prendre une décision concernant le rapatriement du corps de Sarah aux États-Unis. Il fallut réunir $40 000, une somme dont la famille réussit à se procurer l'essentiel grâce au soutien des proches. La première chose que Donnie chercha à savoir était si Sarah avait contacté la police pour signaler que son collègue avait l'intention d'agresser 3 personnes. Il s'avéra que Sarah n'avait pas appelé la police. Cependant, elle avait contacté des travailleurs sociaux spécialisés dans les problèmes de santé mentale. Ces travailleurs sociaux avaient rendu visite à Schilling, mais l'impression qu'ils eurent était qu'il semblait normal, répondant calmement à toutes les questions et étant direct. Le lendemain, Sarah fut à nouveau contrainte de contacter les services sociaux. Cette fois-ci, Joel, dans un accès de rage, se mit à se battre avec un couteau et menaça de tuer plusieurs personnes. Sarah en eut peur, car elle pensait que Joel croyait qu'elle était responsable de l'intervention des travailleurs sociaux auprès de lui. Les travailleurs sociaux n'eurent pas le temps de réagir à cette nouvelle demande, car Sarah disparut peu de temps après. Schilling fut accusé d'être responsable de la mort de Sarah Papenem. Il admit sa culpabilité mais affirma ne pas se souvenir d'avoir tué Sarah. Selon lui, il se souvenait seulement de la dispute et d'avoir été sous la douche pour se laver après l'incident. L'audience de son procès débuta en mars 2019. La mère de Sarah, Donnie Odegaard, assista à chaque audience avec l'aide d'un interprète. Au cours de l'audience, Schilling affirma qu'il avait souffert de délire et qu'il avait entendu des voix dans sa tête. Lorsqu'un juge lui demanda si ces voix l'avaient incité à se battre avec Sarah, il répondit qu'il ne savait pas et qu'il ne pouvait pas se rappeler des raisons de la dispute. Avant l'annonce du verdict en décembre 2019, des experts conclurent que Schilling souffrait de troubles psychiatriques et qu'il avait besoin d'un traitement à long terme. Cependant, ils affirmèrent qu'il devait être tenu responsable de la mort de Sarah. Le juge proposa une peine de 10 ans de prison, mais le tribunal de Rotterdam condamna Schilling à 6 ans de prison, suivi d'une détention dans un hôpital psychiatrique. Le tribunal expliqua que la proposition de la poursuite pour 10 ans de prison avait été rejetée en raison de la relative jeunesse du suspect et de sa capacité extrêmement réduite au moment de l'homicide. Le juge précisa également que, en tenant compte de la gravité et de l'imprévisibilité du crime, ainsi que des graves troubles psychologiques de Schilling, un récidivisme était hautement probable. Il ajouta que la détention psychiatrique constituait une mesure punitive appropriée pour Schilling. Ce dernier resterait sous traitement jusqu'à ce que le tribunal, qui examinerait sa situation tous les 2 ans, décide de sa libération. Le tribunal ordonna également à Schilling de verser une compensation de 68 700 € à la famille de Sarah. Donnie Odegaard exprima sa colère face à la sentence, estimant que ce n'était pas justice. Elle s'attendait à une peine d'au moins 10 ans.
Elle ajouta qu'en Amérique, Schilling aurait probablement été condamné à la réclusion à perpétuité ou à la peine de mort, afin de ne jamais avoir la possibilité de commettre un tel acte à nouveau. Elle exprima également ses craintes qu'après seulement 4 ans, Schilling puisse être libéré sous condition et promit de tout mettre en œuvre pour empêcher sa libération anticipée. Parallèlement, une enquête fut ouverte concernant les travailleurs sociaux auxquels Sarah avait fait appel. L'enquête conclut que ces derniers n'étaient pas responsables, car ils n'étaient pas suffisamment compétents pour détecter les troubles mentaux dont Schilling avait été diagnostiqué. Merci beaucoup pour votre soutien et votre écoute. Votre attention et votre engagement envers cette histoire ont été essentiels, et je vous suis reconnaissant d'avoir pris le temps de lire ou d'écouter. Cela signifie beaucoup pour moi, ainsi que pour toutes les personnes impliquées. Grâce à vous, nous pouvons mettre en lumière des sujets importants et partager des récits qui touchent profondément chacun d'entre nous. Votre engagement fait toute la différence. N'hésitez pas à la partager si vous avez trouvé cette histoire intéressante. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles découvertes.